Cette journée marathon sur le plateau de la Tribune avec Laurence Bottero qui a passé la journée avec nous. Pas trop fatigué, Laurence, ça va? Non, pas plus que toi. Alors, et comme c'est bientôt l'heure du dîner, on a décidé pour ce dernier plateau, si j'ose dire, vous offrir avec Cécile Belliot, la patronne de Bell, qui a mis un t-shirt tout à fait adapté, The Future is Cheese, de vous proposer un débat sur la souveraineté alimentaire, l'alimentation du futur, la crise agricole, dans le contexte évidemment complexe qu'on vit aussi dans toute l'Europe, avec donc Cécile Belliot que je viens de présenter, Laure Verdeau, directrice de l'Agence Bio. Vous étiez déjà là toutes les deux l'an dernier, donc on va voir si... Et un nouveau venu, Jean-Philippe Puig, directeur général du groupe Avril, donc évidemment tous les trois dans l'alimentation de demain. Alors peut-être ma première question, c'est le contexte évidemment dans lequel nous sommes. On est dans une crise politique en France. Mais il y a eu cette année, et ça a occupé beaucoup les esprits cet hiver et au printemps, une crise agricole qui a concerné d'ailleurs toute l'Europe, qui a conduit peut-être à se reposer les questions qu'on s'était posées l'an dernier. Moi je me souviens lors de notre débat, c'est-à-dire se poser les bonnes questions sur l'avenir de notre alimentation. Alors ma question à tous les trois, peut-être un par un, puis après Laurence prendra le relais, mais peut-être faire un premier tour de table, vous demandez ce que vous avez l'impression sur cette crise agricole. On a bien pris les choses en main en France avant la crise politique qui a lieu. Est-ce que les réponses qui ont pu être apportées vous ont semblé apporter des réponses convaincantes pour les agriculteurs? Cécile Belliot, allez, lancez-vous. Alors, moi je pense que les réponses, elles doivent d'abord venir de chacun d'entre nous. Et elles doivent d'abord venir des acteurs qui participent à cette chaîne agroalimentaire. Y compris les consommateurs, je vois que vous nous visez. Y compris les consommateurs. Et en fait, l'enjeu, c'est bien celui qu'on avait posé déjà il y a un an. Hein. C'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot l'alimentation et est-ce qu'on comprend la valeur de l'alimentation. Et derrière l'alimentation, il y a la santé des gens, il y a la santé de la planète, et il y a le bien-être de ceux et celles qui nous nourrissent. Et donc, le point de départ, c'est quand on conscientise ça, comment on fait pour garantir un revenu décent. Moi, je travaille avec 800 fermes, des éleveurs en France, qui n'étaient pas dans la rue, et qui n'étaient pas dans la rue parce que ça fait 7 ans qu'on leur garantit un revenu décent chaque année qui part de leur coût de production. Donc c'est possible en fait. Et on n'a pas forcément besoin de réglementation additionnelle pour prendre ce sujet-là par cet angle-là. Peut-être on aurait besoin de moins de réglementation, mais ça pourrait être la suite du débat. Jean-Philippe Puig. Oui, alors moi ce que je dirais, c'est qu'il faut comprendre pourquoi un certain nombre d'agriculteurs sont sortis dans la rue. C'est simplement qu'ils estiment qu'en termes de revenus, ils n'ont pas des revenus décents. Et pourquoi ils n'ont pas des revenus décents? Je pense c'est les premiers qui veulent travailler sur la planète, sur le changement climatique, etc. Et donc ce sont les premiers. Les premiers écolos. Absolument. Les premiers écologiques. Sauf que je pense que le consommateur n'a pas pris conscience qu'il y a des exigences et qui sont tout à fait normales en termes d'alimentation. Il y a des réglementations qui sont tout à fait normales aussi, et la France est un des pays les plus réglementés, même au sein de l'Europe, ce qui garantit la qualité des aliments. Mais tout ça a un coût. Et la question, c'est qui paye? Voilà. Et on ne peut pas systématiquement remonter et demander à l'agriculteur finalement de prendre sur ses revenus, imposer un certain nombre de réglementations pour finalement que le consommateur ait un prix le plus bas. C'est une des raisons qui ont fait qu'ils sont sortis dans la rue. Laure Verdeau, on a vu que les gens qui avaient choisi le bio pendant cette crise n'ont pas forcément réussi, effectivement, ils l'ont un peu exprimé, à s'en sortir. Donc est-ce que, au travers de ce qui s'est passé, vous avez le sentiment néanmoins que des réponses pourraient leur apporter pour revaloriser le bio? On a parlé de cette crise du bio déjà depuis l'an dernier. Oui, effectivement, le bio, reste quand même un format d'agriculture qui est minoritaire. C'est 10% des surfaces et c'est 14% des fermes. Et le sujet bio ou non bio a été assez peu présent dans les crises agricoles évoquées. En revanche, il y avait un assez bel alignement des agriculteurs bio sur le reste de la filière, puisque eux, jusqu'ici, étaient rémunérés. Ils n'avaient pas de problème justement à valoriser par le label, et ça avait commencé à se gâter. La deuxième chose, c'est qu'ils sont aussi alignés, non pas sur moins de normes, parce que eux, c'est le contrôle et la certification qui leur donne de la valeur. En revanche, moins de paperasse, ils étaient aussi alignés. Pourtant, ça n'a pas été le cœur du sujet. Mais effectivement, la crise du bio est en train de continuer, puisque la contraction de la part du bio dans les achats des ménages a légèrement reculé. Donc on est maintenant en dessous de 6% de bio dans le panier des Français. C'est quand même un peu dommage, ça nous met au niveau des États-Unis, alors qu'on a des voisins qui, malgré la crise, font beaucoup mieux, que ce soit les Danois, les Autrichiens, les Suédois. Ils mangent quasiment le double du bio. Donc en matière de rémunération, on a encore un chemin assez bien tracé
qui est d'augmenter la consommation de bio. Ce matin, on parlait des programmes économiques avec Jean-Hervé Lorenzi et Mario Monti. Est-ce que vous trouvez que à la fois lorsqu'il a été question des européennes et puis aujourd'hui des législatives, est-ce que finalement c'est un sujet qui a vraiment été considéré ou finalement on s'est concentré sur tout à fait autre chose? Oui. Moi, je continue à dire que le sujet de l'alimentation, en général, n'est pas assez mis à l'agenda, que ce soit l'agenda politique, que ce soit l'agenda des médias. Donc je suis contente d'être là pour pouvoir en parler. Parce qu'encore une fois, quand on voit tout ce qui se cache derrière l'alimentation, un rapport de la Banque mondiale a été par exemple publié il y a 3 semaines qui explique très très bien que nous n'avons aucune chance de tenir les accords de Paris si on ne s'attelle pas d'urgence à l'alimentation. Quand vous regardez l'impact de l'alimentation sur la santé des gens, qui n'est plus approuvé, sur le CO2, donc le carbone, sur l'eau, sur la perte de biodiversité, vous n'aurez pas, dans tout ce qui peut être investi, de meilleure façon d'avoir un retour sur investissement lié à l'impact. Et aujourd'hui, ce que la Banque mondiale explique, c'est que c'est 2% des investissements qui sont mis à l'intérieur de la chaîne agroalimentaire, versus 98% des investissements pour la transition qui vont être mis derrière l'industrie et par exemple la transition énergétique. Donc il y a une forme d'urgence à ce que tout le monde prenne conscience, nous, individuellement, qui choisissons quand même tous les jours ce qu'on met dans notre assiette, les politiques, évidemment, on va parler de souveraineté alimentaire, c'est quand même la première chose qu'un gouvernement doit garantir à sa population, c'est quand même de les nourrir. Et puis, nous, collectivement, entreprises de cette chaîne très fragile de l'agroalimentaire, il faut qu'on arrive à, encore une fois, communiquer que c'est à la fois le problème, mais c'est surtout la solution. Et les solutions, encore une fois, elles sont connues. Donc oui, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire pour que que l'alimentation soit plus au cœur de l'agenda de tout le monde. Moi, je dirais que le débat, il a pas été ouvert. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Cécile, sur la qualité de la nutrition, sur l'éducation par rapport à cela. Mais voilà, on est en France et la France est un pays exportateur. Je vous donne 2 chiffres très simples. D'ici 2064, je crois, ça va être le pic de la population mondiale. 2 milliards de personnes en plus 20%. Si vous regardez la surface agricole qui peut être exploitée, aujourd'hui, c'est plus 10% dans le monde. Donc vous avez plus 20% de population, plus 10% de surface. Vous avez compris? Oui. Voilà. Donc il y a un problème. Donc il va falloir produire plus. Et on ne peut pas produire plus sans se changer, innover, parce qu'on doit en produire mieux, mais plus. Et donc ça, il faut avoir ce débat. Et je pense que personne n'ose avoir ce débat pour dire qu'à un moment donné, ça peut aussi coûter plus. Et donc ça pose la question du niveau de vie, de la rémunération, du pourcentage que le consommateur va dédier à son alimentation. Voilà. Et ce sont des sujets difficiles et complexes. Et aujourd'hui, je n'ai pas entendu beaucoup de choses dans le débat. Effectivement, pareil. On a beaucoup entendu parler toutes sortes de représentants des différents courants politiques. On ne sait pas ce qu'ils mangent. On n'a jamais vu le contenu de leur réfrigérateur, de leur placard non plus. Et donc, c'est assez embêtant parce qu'on sait que c'est la transition alimentaire. Ne votez que pour un homme politique dont vous avez vu le frigo, c'est ça? J'aimerais bien un peu de transparence. C'est quoi leur recette? Je veux bien faire un papier sur ça, ouais, intéressant. Ouais, exactement. On leur fait un contest, pas un débat. On les met tous avec un tablier. Mais plus sérieusement, la transition alimentaire va précéder la transition agricole. Ça ne sert à rien de dire on va produire plus propre, on va produire bio dans les champs, si derrière, dans les assiettes, il n'y a pas, bon, je parle encore pour ma chapelle du bio, mais il faut qu'il y ait cette place qui soit symétrique. Et on ne peut que plébisciter les produits vertueux si, 1, on les comprend, et 2, on en a les moyens. Donc là, ce sujet, effectivement, on ne l'a pas trop entendu. Mais c'est compliqué finalement de dire on a les moyens, on voit que en tout cas le pouvoir d'achat se rétrécit. Comment est-ce que... Je ne dis pas que le Français a sans doute envie de manger bien, de manger bio, de manger sain, mais quand il doit faire le choix de toutes ces dépenses, comment est-ce qu'il fait pour manger? Le prix de la nourriture est très influencé par les politiques, les 9 milliards de PAC. C'est ce qui modèle le prix que l'on voit sur les linéaires des supermarchés. Donc oui, c'est éminemment politique. Alors peut-être parler un petit peu des supermarchés justement et du monde de la grande distribution, parce que dans cette crise agricole, il y avait plusieurs acteurs, dont ceux-là. Et on a eu tout un débat sur une nouvelle loi Egalim, qui, je ne sais pas si c'est la 3e, la 4e, la 5e, on ne sait plus. Est-ce que, la 4e, je crois, est-ce que vous avez le sentiment que c'est toujours d'actualité de trouver un nouvel équilibre entre les marges des uns, les marges des autres, donc les marges des producteurs, les marges des distributeurs, et puis ce que le consommateur serait prêt
à faire pour des produits peut-être de meilleure qualité ou de meilleure santé? Comment est-ce qu'on arrive à avancer? Parce que visiblement, à chaque fois, on en est déjà à la 4e loi et ça ne résout rien et ça conduit juste à des conflits juridiques supplémentaires. Alors moi, la loi, je ne la changerai pas. Je pense qu'elle a été pensée, en tout cas, pour garantir une forme de transparence et de ruissellement vers l'amont, qui est une obligation. Et ce que je tiens encore une fois à dire, c'est que ce que le groupe Bell a fait dans la contractualisation vis-à-vis de ses éleveurs et la garantie du revenu, on n'a pas attendu Egalim pour le faire. On l'avait fait 2 ans avant Egalim 1. Ce qui prouve encore une fois que la question, elle n'est pas forcément là. Elle est sur la sincérité de chacun des acteurs à vouloir à un moment s'atteler aux vrais problèmes de souveraineté alimentaire, de résilience de notre modèle. Parce que moi, si je n'ai pas au démarrage de la chaîne de la pomme pour faire de la pomme-pote ou du lait pour faire du Babybel, à un moment, ça ne marche pas. Et donc, on sait que dans 10 ans, il y aura la moitié des éleveurs de ce pays qui seront partis à la retraite. Donc, qui veut faire ce métier aujourd'hui? Pas grand monde, visiblement. Non. En tout cas, oui, ça sera possible quand on remet au cœur de ce métier ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire le soin qu'ils apportent tous à la terre, le soin qu'ils apportent du coup aux enjeux de biodiversité, aux enjeux... le paysage ne serait pas sur ce pays ce qu'il est aujourd'hui s'il n'y avait pas des agriculteurs et des éleveurs pour l'entretenir. Et donc si on remet de la valeur derrière ce rôle-là, qui est un rôle, encore une fois, absolument essentiel de nourrir les gens, bien sûr qu'on va trouver des nouvelles générations. Mais ça commence, encore une fois, par remettre au cœur du débat la valeur et le rôle fondamental et essentiel de l'amont agricole. Dans le groupe Avril, vous essayez de trouver les mêmes équilibres ou c'est Alors bien sûr, on contractualise avec des cahiers des charges. Lorsqu'on fait une huile 100% française, 100% tracée, ça veut dire qu'on travaille directement avec l'agriculteur et vous pouvez suivre de votre bouteille pratiquement remonter jusqu'à l'agriculteur. Évidemment, ça change tout, puisque là, on a une transparence totale entre le monde agricole et puis le producteur. Sur la question de la loi, faut-il encore une loi? Je suis un peu du même avis. On a déjà pas mal de lois. Appliquons-la. Et contrôlons qu'elle est bien appliquée. Les lois, vous diriez c'est de la fuite en avant réglementaire ou Non, je pense qu'il y a eu un plus de transparence. Voilà, simplement, vérifions que déjà les lois existantes. Exactement, prenons un petit peu de recul. Finalement, chaque fois qu'on pense qu'il y a un problème, on fait une loi. Je pense que déjà, il y a une loi qui a été pensée, une deuxième, une troisième. Prenons un petit peu de recul, appliquons-la. Maintenant, en toute franchise, la discussion n'a pas été plus facile au niveau de la négociation avec finalement nos clients grands distributeurs cette année que l'année dernière. Donc il faut aussi arriver à contractualiser sur le moyen long terme, y compris dans la grande distribution, ce qu'on fait dans d'autres pays. On est présent comme Danone dans un certain nombre de pays. Comment ça se fait que dans d'autres pays, ça se passe beaucoup mieux? Je crois que c'est quand vous tenez le micro à deux mains que ça bloque. Voilà. Absolument. Oui, mais une question sur ce que je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut produire mieux, il faut produire plus. Produire plus, est-ce que les fermes d'aquaponie, est-ce que toutes ces innovations, c'est aussi une solution qu'il faut envisager et développer, aider à développer à plus grande échelle? Il faut travailler sur l'innovation. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Produire mieux, trouver un meilleur équilibre sur l'ensemble des terres, ça suppose qu'on ait de l'innovation. On connaît des choses, il y a des expérimentations, il y a plein de choses qui sont très bien faites aujourd'hui. Ça ne suffit pas. On n'a pas la solution encore à tous les problèmes. Mais il faut investir énormément dans l'innovation. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui en France, il y a énormément de start-up qui sont notamment dans l'agro et dans l'agri. Je crois qu'on doit être le 2e pays après Israël en nombre de starters en France. Donc, on a de l'innovation en France, simplement, il faut les soutenir et puis il faut faire en sorte que ça arrive dans des belles entreprises françaises. Quand vous dites qu'il faut les soutenir, vous les soutenez? Bien sûr. Je suis président d'un fonds qui s'appelle Cap Agro Innovation, qui est le plus gros fonds d'innovation agro-agri en Europe. L'envers d'eau, l'innovation le bio, c'est plutôt la rétro-innovation. C'est comment est-ce qu'on retrouve ce qui a fait la productivité de l'agriculture depuis 10 000 ans. Le souci du bio, c'est pas tellement de produire plus, c'est de produire en se demandant à quel prix. C'est-à-dire si c'est au prix des nappes phréatiques ou si c'est au prix de devoir fermer des captages d'eau parce qu'il y a eu trop d'engrais azotés, si c'est au prix de perdre les abeilles, parce qu'on dépend quand même pas mal des abeilles et des coccinelles, ça ne sera pas la clé de lecture du bio. La clé de lecture du bio, c'est plutôt comment est-ce qu'on agit sur l'assiette. Une fois de plus, c'est l'assiette qui précède ce qui se passe dans les champs, parce qu'on sait tous qu'on gaspille plus de 29 kilos par an par habitant d'aliments parfois déjà emballés. Donc déjà, il y a un énorme levier là-dessus. Il y a de gaspillage à tous les stades de la chaîne. Et donc le bio a plutôt tendance à regarder
la qualité, l'impact, plutôt que la quantité in fine. Chez Bell, pareil, le soutien à l'innovation, il se réalise comment? Oui, alors moi je suis vraiment d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que plutôt que de prendre toujours les choses par la contrainte, par la réglementation, on devrait le prendre par comment on encourage la créativité et l'innovation. Parce qu'on a besoin de ça pour nourrir les 10 milliards de personnes qu'on sera dans le monde. Alors nous, on a annoncé, en plus, vous l'avez peut-être vu, c'était dans les journaux depuis 2 jours, un grand partenariat avec Dassault Systèmes, qui est vraiment une entreprise de la tech. Et donc ça peut être surprenant de voir une entreprise comme Bell, qui a 159 ans, qui s'associe à une très belle réussite française aussi, là encore, qui est Dassault Systèmes. Et pourquoi? Parce qu'on a cette conviction que la technologie doit servir le bien commun. Et que en fait, ces outils aujourd'hui de data, de simulation, d'intelligence artificielle vont nous permettre de mieux produire. Donc quand on produit mieux à moindre coût, on est exactement dans la mission, on va pouvoir nourrir le plus grand monde. Et quand on est en utilisation de la data, on va faire quoi? On va aller regarder tout ce qui est disponible aujourd'hui dans la nature. Et je pense qu'on a perdu une partie de cette connaissance de ce qui est disponible dans la nature pour pouvoir, encore une fois, inventer les produits de demain, inventer l'alimentation de demain. Et ça, on ne peut le faire qu'avec des outils d'intelligence artificielle. C'est ça, en fait, le partenariat de Dassault. C'est comment, de bout en bout, sur l'ensemble de mon entreprise, je vais utiliser ces nouveaux outils pour produire mieux, encore une fois, et servir le vrai rôle qu'on a à travers nos marques. La Vache qui rit, c'est la marque la plus populaire qu'on ait. Et il y a une exigence d'accessibilité qui est extrêmement forte sur une marque comme ça. Alors, peut-être pour terminer, ce qu'on arrive au bout de notre échange, se dire ce qui a été intéressant dans cette crise agricole, c'est qu'on s'est remis à penser à nos agriculteurs. On nous avait peut-être un peu laissés dans les fermes. Et moi, en tant que journaliste économique, c'est vrai qu'on avait un peu oublié de parler de l'économie, de l'agriculture, de le voir comme un secteur économique. On a parlé de l'innovation, comme l'a dit Laurence. On voit que ce sont des entreprises mondiales comme les vôtres. Et c'est plutôt peut-être ce qui était bien de ce qui s'est passé de cette crise. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai lu. Néanmoins, le sentiment qu'on a, et peut-être on va terminer là-dessus un tout dernier échange, c'est rien n'est résolu et les agriculteurs sont rentrés dans les fermes. Est-ce que vous avez la crainte qu'ils auraient raison peut-être à la rentrée, si rien n'est résolu, que de ressortir pour dire, mais attendez, le problème agricole, il n'a absolument pas été traité au fond? Alors, on ne peut pas dire que rien n'est résolu. Ils ont obtenu un certain nombre de choses qui étaient, je dirais, de la main du gouvernement et du pouvoir français. Là où les choses n'ont pas avancé, c'est ce qui est de la responsabilité européenne, puisqu'on est tombé dans des élections, il faut attendre le Parlement. Et il y a un certain nombre de régulations et de règles qui sont établies au niveau européen. Et donc là, il faut attendre. Est-ce que le nouveau Parlement, justement, est de nature peut-être à traiter mieux ce sujet que précédemment? Peut-être vous avez une meilleure réponse que la mienne, je ne sais pas. On va attendre de le mettre en place. On va attendre de les voir en œuvre. On va voir qui fera faire quoi, mais il y a une vraie attente. Donc vous reconnaissez qu'il y a une attente, en tout cas. Ah mais c'est certain, absolument. Et il faut que ça soit urgent. Cécile Belliot, oui, c'est urgent aussi, vous savez. Oui, en fait, moi je pense que quel que soit le Parlement, nous n'avons pas le choix. Il y a une attente aujourd'hui des concitoyens qui ont quand même pris conscience que si on est nourri dans les villes, c'est bien parce qu'il y a des gens dans les campagnes. Il y a une attente évidemment des campagnes. Il y a une attente aujourd'hui parce que les enjeux, encore une fois, climatiques ne pourront pas se résoudre sans ce pivot-là. Donc moi, je reste absolument confiante sur le fait qu'on va bien réaliser ça au niveau européen et que les choses vont se mettre en place. J'aurais peut-être une question, c'est qu'on parle de souveraineté, mais la souveraineté sans agriculteurs, sans main-d'œuvre, sans saisonniers, c'est impossible. Et comment est-ce que ça on peut résoudre? Comment on donne envie de revenir dans les campagnes? La souveraineté n'a pas de frontières. Réfléchissez, vous allez voir, c'est pas une question de qui, quoi, etc. On parle beaucoup de souveraineté nationale, etc. Ça n'a pas de frontières. On a fait un papier dans la tribune sur le sujet des saisonniers avec les problèmes, effectivement. Qui va ramasser nos fruits ou nos légumes? On voit bien que ce sujet, par rapport aux questions de l'heure politique, n'ont pas leur solution dans les réponses qui sont apportées par le Rassemblement national. En tout cas, c'est ce que nous ont dit tous ceux qu'on a interrogés. C'est peut-être le mot de la fin pour vous, Laure Verdeau.
personne ne sait comment sera composée la prochaine chambre en France. On ne connaît pas encore la mise en place du Parlement. Donc en attendant, on est tous consommateurs, on mange tous 3 fois par jour. Donc on peut d'ores et déjà voter en faisant des choix. On peut voter en mangeant. On vote avec Exactement. son Votons en mangeant. Voilà un filière mot de la vertueuse fin et française. formidable qui nous fait plaisir et qu'on envoie ce message à tous ceux qui nous ont écoutés pour ce débat de ce soir en direct et pour tous ceux qui le verront en replay. Merci en tout cas d'être venus tous les trois. Merci Laurence.